Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La vérité selon Emmanuel Kant du point de vue idéalisme transcendantal. Pour Kant, le mot critique a en philosophie un sens analogue à celui qu'il a en histoire. C'est l'art scientifiquement établi dans ses préceptes et dans ses résultats. Non de détruire, mais de construire à coup sûr, non d'abattre, mais de l'aiguiller, non de percer à jour, mais de dégager de leurs ajoutes parasites le grand système de pensée qui s'appelait les sciences. Kant fut savant avant d'être philosophe et dogmatique avant d'être kantiste. La liste de ses ouvrages dans la période anté-critique est longue. Ils ont pour objet des questions de physique, de géologie, d'astronomie, de géographie, de physiologie, d'ethnographie et de philosophie. Or, Kant critique se souvient toujours de Kant savant, et non dogmatisme ne se déformer que pour avoir dépassé son but, se transformer. La critique de la raison représente vraiment la voie moyenne entre ce dogmatisme auquel Hume s'attaqua et le scepticisme qu'il voulait lui opposer. Voie moyenne bien différente de tant d'autres que tant se décide à adopter en quelque sorte artificiellement ensuite de quelques partages de différences et de fautes de mieux, mais telle qu'on peut la déterminer dans son tracé exact en vertu des principes établis. Aux yeux de Kant, donc, il n'y a pas que sa philosophie critique qui soit une science en dehors d'elle et avant d'elle. Il existe d'autres systèmes de connaissances dignes de ce nom. Ils sont sans doute pour tout système explicatif de la connaissance présupposée à titre de données comme fait. Pour Kant, ils le sont encore comme fait légitime. Non seulement la science existe, mais il y a une science vraie. C'est elle qu'il s'agit d'expliquer. Si l'opinion encore en dehors de Weinger, d'un autre interprète du kantisme, de son voyage à travers les idées de son temps, dit Reissen. Kant rapporte trois idées fondamentales qui n'abondera jamais. C'est d'abord la croyance en la certitude de la science. Celle-ci s'impose pratiquement comme un fait dont le philosophe peut bien rechercher les conditions et déterminer la valeur, mais qu'aucun scepticisme ne saurait ébranler. De fait, le mot certain et certitude, vérité pure, apparence, valeur objective et évidence, se rencontrent couramment dans la critique de la raison pure et dans le prologomène. Par exemple, les propositions mathématiques sont à la fois synthétiques et douées de valeurs adoptiques. Deuxièmement, ailleurs, il parle de la certitude géométrique comme du type de la certitude. Troisièmement, les sciences naturelles, toutefois, jouissent aussi de certitude. Les jugements d'expérience, notamment, sont précisément parmi les jugements empiriques ceux qui sont doués de valeurs objectives. Pour Kant, donc, la vérité n'est pas un vain mot, ce n'est pas non plus un de ces mots qui n'aurait de sens que dans quelques doctrines adverses. Non, il fait partie de la terminologie kantiste et la chose même qu'il exprime n'est pas en dehors de notre portée. Mais remarquons que nous ne trouvons ici en philosophie quelque chose de semblable à ce qui se rencontre proprement comme musique, l'opération qui s'appelle transposition, les notions de vérité, de certitude et d'autres qui se rencontraient chez Kant dans le temps. Ce subjectivisme sont la transposition de notions courantes
exprimés par le même mot dans le temps dogmatisme. De l'un à l'autre système, les mêmes mots ne sont point synonymes mais analogues. Rappelons donc brièvement, et pour fixer le débat, comment nous les entendons. La vérité se définit couramment à adequatio rai et intellectus en latin, la conformité de l'intelligence avec la réalité. Cette définition semble bien être juste comme répondant évidemment à l'idée impliquée dans l'usage courant de mots et ne représente d'ailleurs ni tautologie ni contradiction. La vérité n'est pas une propriété de la chose seule et de la pensée seule. Elle n'est pas formellement un attribut de la relation de deux choses entre elles et de deux pensées entre elles, mais elle qualifie la relation d'une chose avec sa connaissance, exprimant que cette relation est une conformité. Cette définition usuelle de la vérité est donc juste, mais nous ajoutons, elle est malheureusement juste, car d'une part, elle donne lieu directement à une interprétation obvie et simpliste, qui ne tient pas devant un examen quelque peu pénétrant, et d'autre part, une réaction qui a pour origine le rejet même de cette interprétation, amène à dépouiller le mot vérité de toute acception plausible et à ne plus justifier d'aucune façon la définition et l'acception usuelle. En effet, la conception obvie de la vérité en fait une conformité entre deux termes forcément isolés. D'une part, une chose qui existerait en elle-même hors de nous, d'autre part, une connaissance qui ferait le pendant de cette chose en nous, en se trouvant vis-à-vis d'elle dans le champ de regard de l'intelligence. On aurait donc les deux termes d'une relation, la chose et la pensée, puis ultérieurement conformité. Ce serait la vérité ou déformité, ce serait l'erreur. Cette conception de la vérité est osieuse et absurde, car il n'y a pas de conformité sans rapport, ni de rapport sans mise en rapport, ni de mise en rapport entre la réalité et la connaissance, sans que l'une et l'autre se rencontrent sur un même terrain, sans donc que la réalité apparaisse dans le champ de regard intellectuel en confrontation avec la connaissance, ce qui ne peut se produire que par le bon office d'un substitut représentatif. La chose cessant donc d'être chose en soi pour n'être plus que le revers d'une autre connaissance, c'est-à-dire un nouvel objet de connaissance. La vérité devient donc une conformité entre deux connaissances, entre deux représentations, dont l'une est le substitut de la réalité, dont l'autre contient ce que je conçois de cette réalité. Or, cette mise en rapport ne se produit que dans le jugement par la comparaison entre le prédicat et le sujet. Au jugement, seul donc peut appartenir la vérité logique, thèse que d'ailleurs se trouve en parfait d'accord avec le sens commun. On n'y aperçoit à première vue ni grand péril, ni grand d'inconvénient, n'est-ce pas? En effet, c'est évidemment. Toutefois, à y regarder de plus près, il semble bien que cette proposition et l'interprétation qui fait corps avec elle réduit à néant toute vérité en la faisant d'ordre purement subjectif. Il semble bien qu'elle ne sert qu'à d'acquérir nettement une autonomie qui vieillisserait radicalement toute la notion de la vérité et partant à donner lieu à des solutions divergentes, à première vue aussi plausibles les uns que les autres dans leur nécessaire insuffisance. Cette antinomie a pour premier membre la définition même de la vérité et pour second membre, la thèse qu'il n'y a de vérité logique que dans le jugement.
d'une part, une interprétation simpliste de la vérité, c'est-à-dire l'interprétation littérale de la définition. Mais cette vérité a des conditions impossibles en exigeant un rapport de conformité entre une pensée et un objet absolument en dehors de la connaissance, parce que ce serait en tant que réel seulement qu'il serait le correspondant d'une pensée et mesurer sa vérité. D'autre part, une interprétation plus pénétrante ne rendrait possible les conditions de la vérité, c'est-à-dire la mise en rapport, que pour rendre cette fois la vérité elle-même impossible en enlevant ipso facto à ce rapport son caractère spécifique qu'en fait la vérité, la conformité de la chose et de la pensée. C'est que ce qui sauverait la comparaison même entre les deux termes est précisément ce qui ruinerait dans l'un de deux la réalité et le caractère. Qui importe, et le jugement ne prononcerait donc jamais entre ces parties mêmes qui sont en cause. Bref, ou bien il y aurait les deux termes de la comparaison recuse, la pensée et la chose. Mais sans comparaison possible, ou bien il y aurait une comparaison, mais sans le terme voulu, la notion fondamentale de vérité semble donc bien à l'analyse se résoudre en une irrémédiable autonomie. Cependant, l'union scolastique de Kant ont chacun présenté une solution différente. La solution néo-scolastique est connue. Elle revient dans ces grandes lignes à établir comme correspondant objectif de la vérité logique, non pas précisément la chose en soi, mais la vérité ontologique. Ensuite, elle divise le jugement en jugement d'ordre idéal et jugement d'ordre réel, pour s'attacher d'abord au premier et revendiquer déjà en leur faveur une première vérité proprement dite, quoique indépendante de l'existence actuelle des choses. Ultérieurement, elle complète ces premiers acquis en établissant non seulement l'objectivité idéale du jugement, mais encore leur accord avec la réalité extérieure ou leur réalité objective. Venons-en là à la solution de Kant. Tout d'abord, Kant a-t-il posé le problème de vérité? Incontestablement, l'a-t-il bien posé? Si cette question signifie, s'est-il bien rendu compte de l'autonomie inhérente à la notion de vérité? Ou encore une fois, la réponse est oui. Même on doit dire que personne ne l'a si nettement mis en évidence que Kant par sa fameuse distinction entre le phénomène et le noumène, entre d'une part, les multiples variétés d'opérations cognitives, d'autre part, ce qui est contenu dans l'objet en soi. Écrit-il, je ne puis le connaître que dans il m'est présenté et donné. Mais en ce ça aussi, il est assurément inconcevable que l'intuition d'une chose présente me la fasse connaître comme elle est en elle-même, puisque ses propriétés réelles ne peuvent pas se transporter dans ma faculté représentative ailleurs. Encore, deuxièmement, et souvent, elle répète que la connaissance immédiate de l'objet est impossible, sous-entendant par là qu'il est contradictoire quand même être soit à la fois dans la connaissance et en dehors d'elle. Il conclut que la connaissance de choses est à ce titre une chimère, mais s'arrête à l'antinomie de la vérité en la proclamant insoluble. Et non seulement mal résoudre le problème de la vérité, c'est bien plutôt le mal posé, c'est supposer qu'il a pour objet de concilier l'inconciliable. Or, le rejet de cette proposition ambitieuse ne peut appartenir qu'à des considérations purement négatives. Reste donc à déterminer positivement l'objet précis du problème
qui est celui-ci, voir si la connaissance n'inclut pas, parmi les notes connues de l'objet présent, à la conscience, ce caractère spécial d'être, en fin de compte, représentatif euh, par une chose extérieure déterminée. Tel est le problème de l'adéquation rai et intellectus. La solution scolastique que nous avons rappelée plus haut a ceci de propre qu'elle scinde la question générale en deux questions subsidiaires, celle de l'objectivité du jugement et celle de la réalité du sujet. Le principe général qu'il n'y a de vérité logique que dans le jugement régissant toujours la solution de l'une comme de l'autre. Or, Kant, se posant le problème de la vérité, a-t-il vu cette solution possible? A-t-il au moins tenté cette voie? Tel est le second sens de la question. Si-t-il bien posé le problème de la vérité? Et si nous ne pouvons que répondre non, jamais rien ne trahit dans son œuvre qu'il ait clairement établi une démarcation entre les deux parties du problème total. Car s'il en est entrevu les deux faces, ce ne fut que pour rejeter aussitôt son appel, cette méthode de solution estimée irrévocablement caduque. Et c'est pour deux raisons péremptoires, une identité objective ne pouvant être qu'une tautologie et la connaissance du réel une pure illusion. Mais entre la tautologie et l'illusion, que reste-t-il pour sauver la notion de vérité? Rien, semble-t-il. Oh, la solution consiste. Cette solution consiste et double en apparence et une réalité. Elle a ceci de spécial qu'elle résout l'antinomie de la réalité en s'écartant le moins possible de l'acception usuelle du mot vérité. D'après ma première conception, la vérité d'une pensée est un jugement tient à la conformité de cette pensée avec les lois qui présidaient à sa formation. Citons à ce sujet un passage caractéristique de Kant. Étant donné telle apparence, encore restons-nous absolument libres de juger selon elle de la chose elle-même. Celle-là, l'apparence notamment, dépend des facultés sensibles, tandis que le jugement ressortit à l'intelligence. Il n'y en a question que de savoir si dans la détermination de l'objet de connaissance il y a vérité ou non. Or, la différence entre la vérité et un vain songe ne s'établit point par les propriétés de représentation que nous rapportons à quelque objet, mais par la liaison de représentation selon les règles qui déterminent leur interdépendance dans la conception d'un objet, selon qu'elles peuvent coexister dans une expérience unique ou non. Dans sa critique de la raison pure, il est plus explicite encore. C'est dans la conformité avec les lois d'esprit qui constitue l'élément formel de toute vérité. Mais à côté de cette première définition de la vérité, nous en trouvons fréquemment une seconde qui coïncide de tout point, semble-t-il, avec la définition traditionnelle. Le résultat de tout examen dialectique de la raison pure n'établit pas seulement que toutes nos conclusions prétendons nous amener au-delà du champ de l'expérience possible sont trompeuses et instables, mais il nous apprend encore que l'esprit humain a une pente naturelle à transgresser ses bornes et que les idées transcendantes lui sont aussi naturelles que les catégories le sont à l'entendement. Avec cette différence, toutefois, tandis que celle-ci atteint à la vérité, c'est-à-dire à la conformité de nos concepts avec leur objet, le premier nous fournissait qu'une pure mais irrésistible apparence.
Dans une note de l'article intitulé, euh, intitulé Problème de la connaissance et de la réalité, annexé au prologomène, Kant nous avertit que quand il a distingué la vérité de l'expérience avec le rêve, il s'agissait de la philosophie de Wolff, qu'il n'était point question de la distinction entre sommeil et veille. Cette même définition se trouve encore en d'autres passages. La vérité est exemple, euh, une hypothèse. Euh, la vérité est aussi fréquemment synonyme de valeur objective. Euh, Nous citons ces textes à dessein pour y relever que Kant connaît la différence entre l'apparence et la vérité, qu'il essayait à déterminer le champ d'action de l'esprit afin de ne pas quitter le terrain solide de vrai pour celui de l'illusion, qu'enfin il semble bien se rencontre de tout point avec nous pour reconnaître que la vérité tient pour employer ce propre terme. Ces deux définitions conscientes de la vérité, accord avec les lois de l'esprit et conformité avec l'objet de la représentation, sont à la fois incompatibles avec la théorie scolastique et compatibles entre elles parce qu'elles supposaient que les lois de l'esprit n'ont en dernière analyse pour effet propre que déterminer le mode suivant lequel doit se produire l'objectivation de nos représentations. Arrêtons-nous à cette thèse. Voilà notre intervention intitulée La vérité selon Immanuel Kant du point de vue idéalisme transcendantal est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.